troisième partie du cours de dynamique du solide. Dans cette vidéo, nous allons voir la loi de la quantité de mouvement appliquée à un solide. Nous allons considérer dans un premier temps un référentiel galiléen et un solide de masse m soumis à une ou plusieurs actions extérieures dont on notera Fx là où les résultantes. J'en prends une seule pour cet exemple, histoire d'alléger un peu les écritures. On va considérer donc notre système comme étant le solide et on va lui appliquer le principe fondamental de la dynamique. Alors si par exemple ça c'est notre solide, alors pour comptabiliser les forces qui s'appliquent sur le solide, on va devoir compter toutes les forces qui agissent de l'extérieur sur le solide, ce que je vais appeler Fx ici, et on va également devoir compter toutes les forces intérieures au solide. Par exemple, si je prends un petit bout de solide ici, et deux autres petits bouts de solide ici et ici, celui-ci va agir sur celui-là, et va exercer une force comme ceci. Celui-ci va agir sur celui-là, va exercer une force comme ceci. Et on a vu dans une vidéo précédente que, d'après le principe d'action et de réaction, ce solide allait agir sur celui-là et exercer une force comme cela, pareil ici. Quand j'écris le principe fondamental de la dynamique, j'obtiens donc dp sur dt avec vecteur p, la quantité de mouvement du solide, égale à Fx, l'ensemble des forces extérieures qui s'appliquent sur mon solide, et Fint, l'ensemble de toutes les petites forces qui agissent à l'intérieur du solide. Nous avons vu précédemment que la somme des forces intérieures était nulle. Ainsi, ce terme s'annule, et nous avions vu que la quantité de mouvement d'un solide, P, était le produit de la masse totale du solide par la vitesse de son centre de masse, ce qui nous amène à cette équation. La dérivée de la vitesse du centre de masse étant l'accélération de celui-ci, on obtient le théorème suivant, qu'on appellera théorème de la résultante. Dans un référentiel galiléen, la loi de la quantité de mouvement se met sous la forme m fois l'accélération du centre de masse égale à la somme des forces extérieures. C'est-à-dire qu'on ne comptera que les forces extérieures au système qui s'appliquent sur le système. Notez une chose, le théorème de la résultante nous donne une information sur le mouvement du centre de masse G du système, mais il ne nous donne aucune information sur un mouvement de rotation du système sur lui-même. Alors nous allons appliquer ce théorème dans deux exemples. Le premier exemple, ça va être l'exemple d'une voiture qui est en freinage d'urgence, donc en dérapage. On va donc considérer une voiture qui se déplace avec une vitesse initiale V0, qui freine, donc qui va avoir un mouvement dans lequel les roues sont bloquées, et on va étudier le freinage de cette voiture sous l'influence du frottement solide de la route sur les roues. Et on va calculer la distance d qu'il lui faut pour qu'elle s'arrête. Alors, voilà notre problème. Nous allons étudier comme système la voiture. Donc la voiture, c'est-à-dire la carrosserie ainsi que les roues. Nous allons commencer par faire un bilan des actions extérieures et des actions extérieures uniquement. Alors ici, il y a pas mal d'actions extérieures. Il va y avoir deux actions pour chaque contact d'un pneu sur la route. Ça fait donc 8 actions. Pour chaque action, on va avoir un point d'application qui va être le point de contact de la route sur la roue, enfin de la roue sur la route plutôt. Par exemple, je vais le noter I1 ici et I2 ici. On a I3 et I4 de l'autre côté de la voiture. Donc le point d'application ce sera I, indice I avec I qui appartiendra à 1, 2, 3, 4. Et on va avoir une résultante qui sera, dans un premier temps, la réaction normale, NI, puis pour les réactions tangentielles, on aura un point d'application qui sera identique, et une résultante qui sera la réaction tangentielle. Sur cette voiture s'applique également le poids,
au niveau du centre de masse, par exemple par ici, P. Et donc, on a donc un point d'application qui sera le point G et une résultante P égale mg. Voilà. Si j'applique le théorème de la résultante, on vient de voir qu'on a la masse totale de la voiture fois l'accélération du centre de masse qui sera égale à la somme de toutes ces forces extérieures au système. Donc on aura la somme des NI, la somme des TI et le poids. Alors on va introduire un système d'axes pour faire nos projections. On va prendre un axe par exemple X horizontal vers la droite et Z vertical vers le haut. Et on va projeter toutes nos forces. Si je projette le théorème de la résultante sur la direction verticale pour commencer, on va obtenir 0 pour l'accélération du centre de masse, car on a un mouvement qui est horizontal. On aura moins mg pour le poids, et on aura les 4 réactions normales, N1, N2, N3, N4. Si on projette sur la direction UX, on aura m xg point point, l'accélération du centre de masse, et on aura les 4 réactions tangentielles avec un signe moins car elles sont opposées au mouvement. On va terminer en utilisant la loi de Coulomb et elle nous dit que dans le cas d'un glissement, on a la réaction tangentielle TI qui est liée à la réaction normale par la relation T égale Fn. On en déduit donc les équations suivantes. La projection sur UZ va nous donner la somme des 4 réactions normales, donc qui sera égale à mg. Et la projection sur UX, en remplaçant T1 par Fn1, T2 par Fn2, etc., et en factorisant par F, qui va nous donner m xg point point égale donc moins F si je mets en facteur, fois la somme des 4 réactions normales. Or, on vient de montrer que la somme de ces 4 réactions normales est égale à mg, donc on obtient moins F mg. Ce qui nous donne l'équation du mouvement suivant pour le centre de masse, x point point g égale moins fg. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, ce problème de mécanique du solide nous donne le même résultat que le cas mécanique du point, où on aurait le sol, un point matériel de masse m qui serait soumis uniquement à une réaction normale n, à une réaction tangentielle t et à son poids p, à la seule différence qu'ici on avait 4 réactions normales et 4 réactions tangentielles. C'est pour ça que dans ce problème, on avait utilisé le modèle du point matériel. Il est ici un peu plus simple. Pour obtenir la distance de freinage, je vous laisse terminer de résoudre le problème. Il suffit d'intégrer 2 fois l'accélération pour avoir la position et de chercher à quel instant la voiture s'arrête. Dans le deuxième exemple, nous allons étudier un système déformable cette fois. Et donc on va considérer un système de 2 points matériels qui sera pseudo-isolé. Donc on va prendre un patineur de masse grand M, il est à l'arrêt, et il jette une pierre de masse M avec une certaine vitesse. Et l'idée, ça va être de chercher la vitesse du patineur après le lancer, c'est-à-dire sa vitesse de recul. Alors voilà une petite schématisation de la situation. Au départ, on a le patineur et la pierre qui sont immobiles sur la glace. Le patineur va pousser la pierre sur la glace. Et donc dans la situation finale, on va avoir la pierre avec une certaine vitesse V pierre et le patineur qui va avoir une vitesse V patineur opposée. Le but étant de calculer cette vitesse V patineur en fonction de la vitesse V pierre. Alors on choisit un patineur sur la glace
pour pouvoir négliger en fait les forces de frottement entre la glace et les contacts du patineur et de la pierre. Alors ce problème est intéressant parce qu'on a un système qui est déformable. On va s'intéresser ici au système pierre plus patineur. Donc je vais le dessiner ici en vert. Et on va étudier donc le système patineur plus pierre. L'intérêt de prendre ce système patineur plus pierre et pas juste le patineur ou juste la pierre, c'est que les actions du patineur sur la pierre et de la pierre sur le patineur deviennent des actions internes au système. Et donc elles ne vont pas intervenir lorsqu'on va appliquer le théorème de la résultante. Lorsque je fais le bilan des actions extérieures, qu'est-ce que j'ai? Alors, premièrement, je vais avoir le poids du patineur. Le poids du patineur va s'appliquer au centre de masse du patineur. Ça va être une force verticale. Je ne la dessine pas parce qu'on va projeter toutes les équations sur la direction horizontale. Deuxièmement, nous avons le poids de la pierre. Il s'applique au centre de masse de la pierre. Nous allons avoir également les réactions normales du sol sur le patineur, qui va s'appliquer au niveau du point de contact du patineur sur la glace, ou des points de contact. Et nous avons la réaction normale sur la pierre. Très bien. Toutes ces forces sont des forces verticales. Je vais maintenant appliquer le théorème de la résultante. Et je vais l'écrire un petit peu différemment de l'exemple précédent, parce qu'ici on a un système déformable constitué de deux points matériels, le patineur et la pierre. Ce théorème de la résultante va me dire que la dérivée de la quantité de mouvement totale du système est égale à la somme des forces, donc les deux poids plus les deux réactions normales. Si je projette ce théorème de la résultante sur la direction horizontale, la projection des quatre forces est nulle, et j'obtiens donc que la dérivée de la quantité de mouvement horizontale du système est nulle. Donc, en intégrant une fois, que la quantité de mouvement totale du système est égale à une constante. Or, la quantité de mouvement totale du système, c'est la quantité de mouvement du patineur plus la quantité de mouvement de la pierre. Nous avons vu dans une vidéo précédente que la quantité de mouvement était une grandeur extensive ou additive. Donc ce sera Px pour le patineur plus Px pour la pierre. Cette quantité de mouvement total étant constante, je peux donc écrire que c'est la même au départ et à la fin. Au début, la vitesse du patineur est nulle et la vitesse de la pierre est nulle. Donc la quantité de mouvement total du système est nulle. Après avoir poussé la pierre, la quantité de mouvement de la pierre est petit m v pierre. Notez que j'enlève le vecteur car j'ai projeté sur Ux. Et la quantité de mouvement du patineur, ce sera la masse grand M du patineur fois sa vitesse, avec un signe moins, car il se déplace vers la gauche. On en déduit donc que la vitesse du patineur, après avoir poussé la pierre, ce sera le rapport des masses sur la vitesse de la pierre.